Pourquoi la société française Areva a-t-elle acheté 3 gisements inexploitables d'uranium en Afrique pour la somme énorme d'1,8 milliard d'euros? Vincent Crouzet enquête dans son livre Une affaire atomique. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Vincent Crouzet. Bonsoir Xavier. Alors, vous publiez un livre explosif sur un monde souterrain, mais radioactif, on peut le dire, un voyage au cœur de l'affaire Uramine Areva. Vous en parlez comme d'un scandale d'État, on va y revenir. En 2 mots, c'est l'histoire de l'achat en 2007 par la société française Areva, c'est le numéro 1 du nucléaire en France, de 3 gisements d'uranium en Afrique, 3 gisements inexploitables, très pauvres, en Namibie, en Afrique du Sud et en Centrafrique, pour la somme astronomique de plus d'1,8 milliard d'euros. Des gisements que la société canadienne Uramine, domiciliée dans un paradis fiscal, soit dit en passant, aux îles Vierges britanniques, avait acheté auparavant pour quelques dizaines de millions de dollars et donc revendu à Areva pour 1,8 milliard. Vous êtes écrivain, vous avez publié 5 romans, dont Radioactif déjà en 2014. C'est pas la peine de le cacher plus longtemps, vous avez collaboré longtemps avec les services de renseignement français, avec la DGSE, les services extérieurs. Vous avez travaillé environ 20 ans pour la DGSE. Collaborer avec la DGSE, dont vous connaissez particulièrement bien l'Afrique, que vous avez sillonné pendant toutes ces années. Et justement, je voudrais commencer par vous demander, vous poser cette question, pourquoi un ancien des services de renseignement se met à découvert dans un livre aussi explosif, alors qu'en général, les anciens des services sont particulièrement discrets? Bon, pour moi, c'est une histoire qui est depuis de longues années, de quelques années derrière moi, donc il n'y a plus de problème de sécurité. Et puis, finalement, comme pas mal de gens de ce secteur, je suis un peu outré de la manière dont on peut faire travailler éventuellement les services de renseignement pour protéger ou pour accompagner ce type de dossier qui ne profite pas seulement aux intérêts de la nation. Rendez-vous compte, vous parliez tout à l'heure dans votre remarquable synthèse d'1,8 milliard d'investissements, mais en tout et pour tout, il s'agit de 3 milliards d'euros. 1,8 milliard, c'est uniquement le prix d'achat des... 1,8 milliard, c'est l'acquisition, 1,2 milliard sont les investissements. Donc, à l'arrivée, c'est 3 milliards d'euros de volatilisés. Et ça correspond, puisque vous revenez pour revenir à la DGSE, ça correspond grosso modo à 4 années de budget de cette administration. D'abord, donc Uramine, pour qu'on comprenne bien, achète les gisements en 2005-2006, les revend à Areva en 2007. Qu'est-ce qui se passe entre les deux déjà? Alors déjà, il faut bien prendre conscience du gap entre le moment où les acheteurs ont mis la main sur ces 3 mines pour 27 millions d'euros et le moment où ils les ont revendus 1,8 milliard à Areva, soit 67 fois leur mise initiale, ce qui est absolument considérable. Parce que les sociétés sont introduites en bourse, ils jouent sur ces valeurs, ils vont monter le cours en bourse. Voilà, ils vont faire coter en fait l'action Uramine dans un Far West boursier qui est Toronto, où on va manipuler le titre jusqu'à l'acquisition finale en juin 2007. Alors ce livre est écrit comme un roman, se lit comme un thriller, mais tous les faits et même les noms, les personnages sont vrais. Alors, vous êtes apparemment informé par un certain Saifi Durbar, qui est un Pakistanais, le fils d'une princesse saoudienne. Pourquoi vient-il frapper à votre porte? Vous convoque-t-il à Londres pour vous révéler tous ses secrets? C'est une histoire incroyable. Je suis appelé du jour au lendemain pour me porter au contact de Saif Durbar, qui est un témoin clé dans l'affaire, puisqu'il conseillait en fait le président François Bozizé, qui était le président centrafricain, pays dans lequel se trouve un des 3 gisements d'uranium, le gisement de Bakouma. Et en fait, il y avait eu un conflit entre Areva et la République centrafricaine autour de ce gisement. Et donc, Saif Durbar avait pu suivre toutes les péripéties autour de ce gisement. Et il avait été condamné par la justice française. Il souhaitait solder ses comptes avec la justice française. Et en échange d'un traitement un petit peu bienveillant de la part des autorités françaises pour son emprisonnement, il m'avait demandé d'être son messager auprès des autorités administratives françaises. Messager pour dire quoi aux autorités françaises, en fait? Grosso modo, je garde le silence sur les informations que j'ai sur l'affaire Uramine en échange d'une détention relativement confortable et courte en France. Vous, ça vous met la puce à l'oreille et petit à petit, vous allez essayer de révéler justement ce que Saifi Durbar voulait cacher d'une certaine manière. Moi, à ce moment-là, je sers mon pays et donc j'essaye au mieux d'accompagner Saif Durbar dans cette démarche et je réponds aux instructions, aux orientations de mon pays. Donc, mon pays qui met tout en œuvre pour faciliter les choses à Saif Durbar. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Areva a payé ces 3 gisements beaucoup trop cher. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien ils se sont fait rouler dans la farine, ce qui serait étonnant de la part d'Areva, soit ils sont complices.
Ben moi, je crois pas trop au côté ou à blanche, je me fais rouler dans la farine, c'est une escroquerie. Parce que d'abord, il y a des contacts anciens entre les vendeurs et les acheteurs. Donc tout fait sens aujourd'hui, à la lueur des témoignages que l'on a sur une entente présumée entre les vendeurs et les acheteurs. Bon, il y a des liens étroits, personnels, entre certaines personnalités. Je pense notamment à Anne Lauvergeon, qui côtoie plusieurs mois auparavant le CEO, le président d'Uramin, dans une instance de conseil auprès du président sud-africain, Thabo Mbeki. Et en fait, on se rend compte que de nombreux acteurs en fait, sont entremêlés bien avant l'acquisition. Donc effectivement, on peut suspecter une entente entre vendeurs et acheteurs qui est on est au cœur du scandale, parce voilà. que ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, les responsables d'Areva, dont Anne Lauvergeon, savaient pertinemment, au moment où Areva a acheté ces 3 gisements, qu'ils n'étaient pas exploitables. Alors, est-ce qu'ils le savaient pertinemment ou pas? En tout cas, en interne, on a écarté toutes les préventions des experts, notamment des géologues, qui étaient très préventifs quant à l'acquisition de ces 3 gisements. Donc, on a écarté toutes ces préventions au profit, justement, de la certification apportée par les vendeurs, puisque le cabinet expert en géologie qui a certifié les ressources était aussi le cabinet du vendeur. Et donc, Areva accepte le prix demandé, c'est-à-dire 1,8 milliard d'euros. Absolument astronomique. Oui. Alors, quel rôle a joué le mari d'Anne Lauvergeon dans l'achat d'Uramin par Areva? Il faut rappeler qu'il s'appelle Olivier Frick, ça ne s'invente pas, et qu'il était consultant, on peut dire, pour Areva. Alors moi je crois qu'il ne faut pas se focaliser ni sur Olivier Frick ni sur Patrick Balkany dans cette histoire, qui sont un petit peu les arbres qui cachent la forêt et qui sont... C'était Patrick Balkany, donc qui est aussi impliqué dans cette affaire, qui aurait touché des rétrocommissions ou... Oui, enfin qui a été en périphérie de cette affaire, dans une espèce de service après-vente de la France et d'Areva pour empêcher que l'affaire ne tourne mal en Afrique, en République centrafricaine. Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur eux? Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur eux parce que c'est un peu trop facile. D'abord parce qu'Olivier Frick a joué un rôle très marginal. Aujourd'hui, il est mis en examen pour délit d'initié dans cette affaire. Mais je pense que derrière, et Olivier Frick et Patrick Balkany, qui sont des cibles faciles, il y a certainement des personnages plus influents et plus importants, bénéficiaires ou mis en cause dans cette affaire. Vous laissez entendre d'ailleurs que le président Sarkozy aurait changé de comportement vis-à-vis d'Anne Lauvergeon. Il était assez dur au moment de l'éviction d'Anne Lauvergeon en 2011, et puis qu'après, il serait devenu plus coulant avec elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2007, c'était la lune de miel entre Anne Lauvergeon et Nicolas Sarkozy, et c'est ce qu'écrivent les vendeurs eux-mêmes, donc les gens d'Uramin. Ils écrivent eux-mêmes dans un bréviaire qu'ils ont publié quelques mois après l'acquisition, qu'ils ont dû attendre, qu'on leur a fait attendre, en fait, l'élection de Nicolas Sarkozy pour procéder à l'acquisition, ce qui est assez étonnant. Alors, une des questions évidemment fondamentales dans ce livre, c'est où est passé l'argent? Où sont passés ces 1,8 milliard dans les paradis fiscaux? Vous citez des noms de banques, en Suisse, à Monaco. Oui, alors ce que l'on pense, de toute manière, les vendeurs, eux, ont touché entre 600 et 700 millions de dollars. Après, le reste très opaque, puisque vraisemblablement, la très grande majorité des actions a été portée par des compagnies offshore dans des paradis fiscaux, des îles Caïmans aux Bermudes. Donc il y a encore des centaines de millions, enfin, en tout cas beaucoup des sommes importantes qui sont dans ces paradis fiscaux. Qui sont dans ces paradis fiscaux ou qui ont été reversés à des bénéficiaires via ces paradis fiscaux. Oui. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre, hein. Vous parlez de comment dirais-je, de caisses noires, de versements de rétrocommissions. J'envisage la possibilité de constitution d'une caisse noire à partir du moment où on a un gap très important entre ce que vaut ces 3 gisements. Ce ne sont même pas des gisements, hein. Les géologues parlent plutôt de gîtes ou de curiosités géologiques, puisqu'un gisement, normalement, est amené à devenir une mine. Et 10 ans après cette acquisition, il n'y a pas une tonne d'uranium qui est sortie donc, de ces 3 gisements. Il y a un tel écart entre ce que valent ces 3 gisements et ce qui a été payé qu'effectivement, on peut suspecter la mise en place d'une caisse noire, la constitution d'une caisse noire au moment de cette OPA. Alors, avec toutes les informations qui sont publiques aujourd'hui, plus tout ce qu'il y a dans votre livre, que fait la justice française? Il y a eu deux enquêtes. Il y a 2 instructions qui sont ouvertes. L'une est en fin d'instruction. L'autre est en train d'être poursuivie. C'est celle qui concerne les faits concernant la corruption, le blanchiment et le détournement de fonds publics. C'est l'enquête la plus sensible et la plus compliquée, parce qu'il va falloir qu'elle se déploie dans les paradis fiscaux où les prescriptions
touche finalement la plupart de ces compagnies offshore. Il reste encore Monaco, où l'on peut encore trouver peut-être certaines évidences du passage de fonds douteux, mais ce sera long, compliqué. Moi, je suis très étonné quand même quant à la réponse de l'État sur ces 3 milliards qui se sont évaporés. On a quasiment spolié l'État de 3 milliards d'euros, c'est de l'argent public, et je pense que l'État ne met pas suffisamment les moyens nécessaires auprès de la justice, auprès des services de police, pour aller plus vite, pour aller plus loin. C'est de l'argent public et ces 3 milliards d'euros expliquent en partie la déconfiture actuelle du groupe Areva qui est vraiment menacé dans son existence. Il y a aussi, on peut parler de l'EPR, qui est ce nouveau réacteur de nouvelle génération qui coûte, qui coûte un surplus de plusieurs milliards d'euros. Mais l'affaire Uramine, c'est un clou, j'allais dire, dans le cercueil d'Areva, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a un plan de sauvetage chez Areva de l'ordre de 4,5 milliards d'euros où le contribuable va devoir remettre au pot. Uramine, c'est 3 milliards d'euros. Ça a pesé énormément dans les comptes d'Areva. Donc on a cette compagnie qui était le fleuron, en fait, de l'industrie française, de notre technologie. C'était notre orgueil à l'étranger. Eh bien, Uramine pèse en grande partie sur la déconfiture et sur la quasi-faillite de cette compagnie. Vous pensez qu'il y aura un procès un jour en France là, sur cette affaire? J'espère qu'il y aura un procès. Par contre, je trouve les délais très très longs, mais parce que je suis impatient, comme tous les témoins qui veulent que cette affaire avance. Et malheureusement, on se heurte à un agenda judiciaire très lent. Un dernier mot. Anne Lauvergeon a essayé de faire interdire ce livre. Oui. Elle n'y est pas arrivée, manifestement. Non, on a eu une lettre d'intimidation un peu brutale de l'un de ses avocats en décembre dernier, qui n'a pas été suivie des faits. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui a tenu bon, qui est courageux, et je suis très fier de mon éditeur. Merci beaucoup Vincent Cauzet. Pour tous ceux qui sont, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, parmi ceux qui nous regardent, notamment en Afrique d'ailleurs, qui sont intéressés par ce livre. Ah oui, c'est une affaire africaine. Une affaire atomique et une affaire africaine, donc l'hallucinante saga de ce scandale d'État aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci beaucoup.